À la une de ce 25e recensement général de la population et de l'habitat, ce vendredi, il a été procédé au dénombrement du ménage du président de la transition, occasion pour le chef de l'État de lancer un appel aux Maliens qui ne se sont pas encore fait recenser. 1,3 milliard de francs CFA, une enveloppe du Japon pour apporter assistance à environ 900 000 personnes vulnérables. La somme mise à la disposition du PAM vise à atténuer les effets de la crise ukrainienne sur la situation alimentaire au Mali. Le commandant interarmes théâtre-centre de l'opération Maliko s'imprègne de la situation sécuritaire à Dialassagou et Koro. Le colonel Mamadou Massaoulé Samake a pu apprécier les conditions de vie et d'opération des hommes sur le terrain. Voilà pour le titre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Direction le palais présidentiel à Koulouba, où le chef de l'État a accueilli ce matin une équipe de l'Institut national de la statistique conduite par son directeur général. Le but de la visite était de procéder au dénombrement du ménage du président de la transition dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Occasion pour le colonel Assimi Goïta de remercier les partenaires de l'opération et de lancer un appel à ceux qui ne se sont pas encore fait recenser. Yaya Konaté était à Koulouba pour ORTM 1. Une escale au palais présidentiel de Koulouba ce matin pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'heure est au dénombrement du ménage du premier des Maliens à la faveur de l'opération en cours depuis le 15 juin dernier. Face au président de la transition, le directeur général de l'Institut national de la statistique fait office d'agent recenseur. Aujourd'hui, je suis chargé de passer le dénombrement au sein de votre ménage. Toutes les informations que vous nous fournirez seront confidentielles et vont servir non seulement à planifier le développement, mais aussi à aider à la prise de décision. Les données à recueillir étant personnelles et confidentielles, notre équipe de reportage n'assistera pas à l'opération proprement dite. Mais l'occasion a été saisie par le président de la transition pour inviter ceux qui ne se sont pas encore fait recenser à le faire. Le recensement général de la population et de l'habitat est une opération très importante dans la mesure où il permet d'obtenir des informations fiables sur l'ensemble du pays, c'est-à-dire des informations fiables sur les effectifs de nos populations, des informations fiables sur le nombre de ménages, aussi des informations fiables sur le nombre d'infrastructures sociales de base. Et les résultats qui seront obtenus au cours de cette opération vont permettre au gouvernement de mettre en œuvre des actions concrètes pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Aussi, c'est le lieu pour moi de remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui ont voulu accompagner le gouvernement dans ce processus de recensement. Aussi de remercier les agents recenseurs pour tous les efforts consentis. Aussi saluer tous les Maliens qui ont accepté de répondre au questionnaire du recensement. Et je profite de votre micro d'inviter tous les Maliens qui ne sont pas encore recensés de s'adresser au bureau central de recensement. La phase de dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat, initialement prévue pour un mois à partir du 15 juin, s'est poursuivie bien au-delà du délai initialement prévu pour diverses raisons. En vue toujours de parfaire la qualité des données recueillies, l'Institut national de la statistique, maître d'œuvre de l'opération, entame une nouvelle phase de ratissage. Au niveau du bureau central du recensement, nous avons décidé de nous accorder un délai supplémentaire de 15 jours pour faire un ratissage partout où nous avons les informations comme quoi les populations n'ont pas été recensées pour passer au recensement. Et aussi, chaque fois que nous aurons des informations, vraiment passer pour d'abord vérifier, s'assurer qu'il n'y a pas eu de passage de l'argent et aussi pour procéder au recensement. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est pouvoir assurer l'exhaustivité. Mais il faut qu'on comprenne aussi que c'est sur la base des données du recensement que nous allons constituer la base des sondages pour toutes les opérations futures. Donc si cette base n'est pas bien constituée, les opérations de sondage que nous allons mener seront sur des bases fausses et ne pourront donner de bons résultats. Donc c'est pourquoi nous avons décidé d'élargir pendant 15 jours, pas partout, mais là où nous avons des soupçons que le travail n'est pas entièrement terminé pour procéder vraiment à la finalisation du travail.
L'opération de ratissage va durer 2 semaines. Ensuite, le 5e RGPH poursuivra son petit bonhomme de chemin à travers des phases d'enquête post-censitaire, d'exploitation et d'analyse des résultats avant leur diffusion. La finalité étant de recueillir des données sociodémographiques pertinentes, fiables et à jour pour une meilleure planification du développement. Le Conseil national de transition poursuit son action de vulgarisation de la nouvelle loi électorale à l'intérieur du pays. Le président de la commission loi et sa délégation étaient dans la région de Douanza à la rencontre des populations. Le commentaire est signé Valentin Roger Diallo. Le président de la commission des lois du Conseil national de transition s'est rendu dans la région de Douanza pour vulgariser la nouvelle loi électorale afin de permettre à la population de cette région de s'en approprier. Nous avons dit que c'est une loi électorale et la loi électorale mérite plus de consensus, plus d'inclusivité et plus de participation. Parce qu'évidemment, comme je l'ai toujours dit, ce sont des élections qui vont marquer la fin de la transition. Nous les souhaitons les plus apaisées possibles, les plus acceptées possibles et bien sûr les plus transparentes possibles. Les débats ont été très fructueux, très enrichissants et je pense que tous les interlocuteurs, tous les participants en ont tiré un intérêt très particulier. Et donc, c'est une très bonne impression que nous avons par rapport à la bonne application de cette loi. Étant une loi bien partagée, une loi consensuelle, j'estime que les élections qui seront encadrées par cette loi seront des élections paisibles, transparentes, acceptées par tous. Le gouverneur de la région de Douanza espère que les participants seront eux aussi des vecteurs sur le contenu réel de la loi afin de permettre une plus large vulgarisation. Avec moi en plateau, Awa Ditma Kamara, pour la lecture d'un communiqué du gouvernement qui vient juste de nous parvenir. Bonsoir Awama. Bonsoir Ibrahima Traoré. Alors à vous. Merci, bonsoir à tous. Communiqué numéro 37 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a constaté depuis le 15 août 2022 le départ effectif de la force française Barkhane du territoire malien. À titre de rappel, la France a décidé unilatéralement le 10 juin 2021 de retirer la force Barkhane du Mali en adoptant un calendrier sans concertation avec les autorités maliennes auxquelles elle était liée par des accords de défense. Vu la gravité de cet agissement, les autorités maliennes ont exigé de la France le 18 février 2022 de retirer la dite force sans délai. Le gouvernement de la transition prend acte de ce retrait définitif de la force Barkhane et rassure la population malienne que grâce à la montée en puissance des vaillantes forces armées maliennes, plus de succès seront engagés contre les groupes terroristes. La sécurité de la population sera considérablement améliorée et les biens ne faibliront point. Le gouvernement de la transition souligne que la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans le Sahel est une conséquence immédiate de l'intervention de la France et ses alliés en Libye. Aussi, tout en rendant un vibrant hommage aux victimes maliennes et étrangères de l'insécurité imposée aux Maliens, le gouvernement rappelle que la lutte contre le terrorisme est une responsabilité collective impliquant tous les États. Le gouvernement de la transition réitère sa disponibilité à coopérer avec tous les États du monde en vue de juguler la menace terroriste, à condition que cette relation s'inscrive dans le cadre des 3 principes guidant l'action publique au Mali définis par son Excellence le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Voilà Ibrahima Traoré, l'essentiel qu'on pouvait retenir de ce communiqué. Merci beaucoup, Awa Kamara. Merci beaucoup. Le colonel Mamadou Massaoulé Samake, commandant du poste de commandement Interarmes Théâtre Centre de l'opération Maliko en visite de terrain à Dialassagou et Koro. Objectif, s'enquérir des conditions de vie et de travail de la relève montante du GTA Kélétigui et des éléments de la 52e compagnie d'intervention rapide de la garde nationale basée à Koro. Oumar Maïga.
Face au nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes, à savoir utiliser des femmes pour transporter des munitions, des armes de guerre et donner des renseignements sur les positions des femmes dans les localités de Dialasago et de Koro, le commandant du poste de commandement interarmes théâtre centre de l'opération Maliko, le colonel Mamadou Massaoulé Samake, a effectué une visite de terrain pour exhorter les femmes à la vigilance et au professionnalisme envers les populations civiles. C'est encore tenir bon, en pleine forme et toujours sur l'objectif, surtout rester concentré sur l'atteinte des objectifs. Parce que cet ennemi est tellement virevoltant, cet ennemi est tellement malin qu'il a fini d'utiliser tous les moyens. Donc c'est inviter les éléments à rester encore plus vigilants, plus observer, sécuriser cette population, redonner à cette population la confiance de rester auprès des femmes. Partout où le colonel Massaoulé est passé, un accent particulier a été mis sur les objectifs principaux de l'opération Maliko, à savoir faire taire les canons, mener des actions offensives contre les groupes armés terroristes et les neutraliser. Les féliciter sur le beau travail qu'ils ont déjà réalisé suite à des ennemis présentés dans les environs de Ségué et Nyondou. Un travail exceptionnel, un travail excellent qui s'est déroulé en la faveur des opérations. Vous le savez, personne ne fera cette lutte à notre place. Nous les Maliens, nous devrons avoir ça dans la tête. Les hommes, ils ont compris cela. Et ils se sont jurés à se sacrifier pour la libération de notre chère patrie. À Dialasago et à Koro, le commandant du poste de commandement interarmes théâtre centre de l'opération Maliko a transmis les messages d'encouragement des plus hautes autorités du pays aux femmes pour leur professionnalisme dans les opérations, apporté une assistance médicale aux populations et a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières des deux localités. Près de 50 millions de francs CFA, c'est le coût de la réalisation de 2 adductions d'eau potable à Bandiagara. Les forages financés par le Fonds Climat sont inaugurés par le ministre en charge de la Culture. Alpha Maïga et Mamadou Sidibé sont nos envoyés spéciaux. Quelques coups de ciseaux et l'eau coule. C'est une œuvre du ministère en charge de la Culture. Ainsi, ce sont 2 adductions d'eau potable qui sont mises à la disposition des populations de la ville de Bandiagara. Elles sont financées par le Fonds Climat, coordonné par l'UNESCO pour un coût de réalisation de 47 millions de francs CFA. Nous sommes ravis de ce projet. Un grand merci aux initiateurs. Nous avons sollicité et obtenu de l'UNESCO et de ses partenaires la réalisation de 2 forages équipés dans la ville de Bandiagara pour soulager un peu les souffrances des ménagères. J'ai saisi cette occasion pour remercier encore une fois le partenaire UNESCO et également les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux qui sont intervenus dans la réalisation de ce projet de fourniture d'eau potable à la population de Bandiagara. Autre lieu, autre événement, la rencontre du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme avec les acteurs en charge du domaine de la région de Bandiagara. Nous vivons vraiment une vie calvaire, en un mot je peux vous le dire. Parce que depuis 2010-2012, nous n'arrivons plus à avoir le tourisme. Et cela vraiment, ça nous a beaucoup affaibli par rapport à l'économie locale. Et aujourd'hui, nous appelons quand même nos gouvernements à essayer de nous appuyer un peu pour que nous puissions faire la reconversion vraiment d'autres côtés. Soit les embauches ou avoir quand même les petits commerces. La situation que nous vivons actuellement va passer et dans un avenir très proche. Alors tout cela ne sera que mauvais souvenir. Je leur demande de garder leur courage et surtout je salue leur persévérance et leur résilience face justement à cette situation. Remise d'équipements de transformation du beurre de qualité à 10 villages de la région de Kita. Un geste du projet d'appui à la transformation agroécologique en zone cotonnière du Mali. Coût du matériel, 44 millions de francs CFA. 300 productrices de beurre de qualité seront touchées. Mahamadi Ali Oubari.
À travers cette démarche de remise d'équipements aux femmes productrices de beurre de karité, le projet d'appui à la transition agroécologique en zone cotonnière du Mali, Agreco, et l'Agence française de développement visent à renforcer le gouvernement dans sa stratégie d'autonomisation économique de la femme dans toutes les sphères de la vie socio-économique, politique et culturelle. Les matériels que nous avons bénéficiés, dont vous voyez ici, nous avons entendu les conseils de notre ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille qui les accompagne selon les objectifs attendus. L'axe 4 du projet, au niveau de la composante 1, est intitulé « Accroissement durable des revenus des femmes rurales et leur insertion dans l'organisation de la filière ». Cette démarche conceptuelle et opérationnelle permet aujourd'hui d'engager des actions concrètes au bénéfice des femmes en zone cotonnière. La formation de 300 femmes et la dotation de 1630 femmes productrices en équipement de transformation des produits de karité constituent un exemple et une démarche de contribution commune aux efforts de lutte contre la pauvreté en général et particulièrement l'autonomisation de la femme en milieu rural. Pour un montant de plus de 44 millions de francs CFA, ces matériels de transformation sont composés entre autres de 10 moulins broyeurs et accessoires, 10 mototricycles, 55 kits marmites, 100 bassins au bénéfice des 10 villages des associations féminines de la région de Kita. La valorisation du travail des femmes dans la région de Kita et d'ailleurs dans tout le Mali permettra à notre économie de faire un bond en avant. Et le travail des femmes est valorisé ainsi. Et c'est grâce à ce travail que beaucoup d'enfants vont à l'école. Beaucoup de ménages, comme on dit, chauffent la marmite. Moi, je suis très heureux de ce geste de Agreco. L'amande de karité est une amande qui permet d'avoir du beurre. Le beurre a une très grande importance. On l'utilise chez nous dans l'alimentation. Si les femmes arrivent à faire bon usage du matériel d'extraction du beurre qu'on vient de leur donner, ça pourra augmenter de façon substantielle leurs revenus. Les 3 délégations ministérielles ont mis leur séjour de Kita à profit pour visiter des champs de 2 hectares d'arachide à Kita Ouest appartenant à Mme Samba Sissoko, de 13 hectares de coton de Draman Tunkara à Kita Nord et du magasin de stockage d'engrais. Ici à Bamako, session extraordinaire du comité d'orientation et de pilotage des projets PRAPS 2, Mali et Radel M. Les membres du comité se penchent sur les plans de travail et les budgets révisés 2022 des 2 projets. Nouhoum Sissoko pour les explications. Le PRAPS 2 Mali, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, est à sa première année de mise en œuvre et le PADELM, projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, en est à sa 4e année. Les PTBA, plans de travail et budget annuel des 2 projets au titre de 2022, n'ont pas été exécutés comme tels à cause de la suspension des décaissements. Les activités et les budgets ont été revus à la baisse afin de les adapter au temps restant pour boucler ces projets. Cette session extraordinaire se penche sur les documents en question en vue de leur validation. Le PTBA 2022 du PRAPS Mali révisé est arrêté à la somme de 5 milliards 357 800 004 francs CFA contre un budget initial de 5 milliards 664 millions de francs CFA. Concernant le PTBA 2022 révisé du PADEL, il est arrêté à la somme de 6 milliards 229 millions 480 000 francs CFA contre un budget initial de 10 milliards 261 millions 465 000 francs CFA. Il s'agit pour les membres du comité d'orientation et de pilotage de PRAPS 2 et PADEL Mali de doter ces projets de PTBA réalistes et réalisables dans le délai en dépit des contraintes conjoncturelles. Nous sommes là pour revoir le budget de façon réaliste que nous allons envoyer à notre partenaire pour validation en fin d'année, que nous soyons évalués positivement, conformément à ce que nous devrons faire comme activité annuelle. Le PRAPS 2 Mali s'étale sur la période 2022-2027 et le PADELM aussi d'une durée de 6 ans prend fin en 2024. Le Japon finance un projet pour atténuer les effets de la crise ukrainienne sur la situation alimentaire au Mali. C'est une enveloppe d'1,3 milliard de francs CFA mise à la disposition du Programme alimentaire mondial. Objectif apporter assistance à environ 90 000 personnes vulnérables. Salimata Daou et Ali Touré pour le reportage.
Le commissariat à la sécurité alimentaire CSA et son partenaire depuis 20 ans, le Japon, se retrouvent encore une fois pour réduire la vulnérabilité des Maliens affectés par l'insécurité alimentaire. Sur demande du CSA, le partenaire débourse 2 millions de dollars, soit 1,3 milliard de francs CFA, pour mettre en œuvre le projet ainsi libellé « Réponse d'urgence à l'insécurité alimentaire mondiale causée par la crise en Ukraine ». Il sera exécuté par le Programme alimentaire mondial PAM. Le gouvernement du Japon décide d'accorder ce financement au PAM pour venir en aide aux populations vulnérables des régions de Mopti, Ségou, Tombouctou, Gao, Menaka et Kai. En utilisant 80% de cette contribution reçue du Japon sous la forme de transferts monétaires aux ménages, l'assistance alimentaire permettra d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages bénéficiaires. L'autre partie de la contribution financière correspondant à 20% servira à acheter du riz sur le marché local avant de les distribuer aux groupes les plus vulnérables. Le commissariat à la sécurité alimentaire, structure de l'État chargée de surveiller la situation alimentaire du pays et d'apporter assistance aux Maliens dans le besoin, tient à la bonne exécution du projet. Ces gestes, qui n'est pas le premier en provenance du Japon, arrivent à un moment critique pour des populations éprouvées par l'insécurité, notamment dans le centre et le nord de notre pays. Je voudrais inviter nos partenaires du Programme alimentaire mondial à une prompte et adéquate mise en œuvre des opérations issues de la présente donation, afin que l'impact en soit véritablement visible sur nos populations bénéficiaires. Environ 90 000 de nos compatriotes bénéficieront de ce projet financé par le Japon. La ministre de la Santé et du Développement social visite certaines structures de santé. Djeminatou Sangaré s'est rendue au centre Père Michel où se déroule la 2e édition des activités de vacances des pupilles. Elle a aussi visité la maison de la prévention du diabète et l'association de lutte contre l'hémophilie. Son constat dans ce reportage signé Boubacar Kanouté. Cette visite a conduit successivement le ministre de la Santé et du Développement social au siège de l'association malienne de la lutte contre l'hémophilie, à la maison de la prévention du diabète ainsi qu'au centre Père Michel. Concernant les associations des malades, donc l'hémophilie et le diabète, c'est pour entendre aussi les malades parce que c'est vrai que les soins sont prodigués ailleurs, mais les malades aussi ont des besoins particuliers. Et donc, c'était d'écouter ces associations, les encourager pour ce que les associations sont en train de faire dans la prise en charge, etc. Leur rassurer que la santé des Maliens est au cœur des préoccupations de notre gouvernement. C'est juste pour voir aussi comment est-ce que les pupilles du Mali passent leurs vacances. Et là, encourager, remercier tout l'encadrement et encourager, soutenir les enfants, leur dire que nous sommes là et aussi leur apporter le soutien. Les salutations du président de la transition. La venue du ministre Djeminatou Sangaré a suscité un réel espoir chez les responsables des structures visitées qui s'attendent à un accompagnement de l'État. Nous avons partagé avec Madame le ministre notre désir d'apporter notre pierre dans l'amélioration de la qualité de la prise en charge des malades. Et nous avons souhaité à ce qu'elle puisse nous accompagner dans la réalisation d'un projet que nous sommes en train de gérer conjointement avec l'hôpital du Mali, qui est la construction d'un service d'hématologie qui permettra de prendre en charge les hémophiles. Nous avons été très ouverts sur nos préoccupations et sur notre volonté de participer à l'élaboration du plan de santé et à contribuer aux efforts du ministère. 320 pupilles de la nation et autres enfants venant de divers horizons prennent part au cours des vacances au centre Père Michel. C'est la solidarité qu'elle manifeste vis-à-vis des enfants et surtout le soutien de tout le gouvernement, du président de la transition et de tous les Maliens envers les enfants dont les parents ont perdu la vie en servant la nation. C'est vraiment un devoir de reconnaissance vis-à-vis de ces enfants. Partout où elle a passé, le ministre Djeminatou Sangaré a remis une enveloppe symbolique en guise d'encouragement. Elle promet de s'impliquer pour satisfaire les besoins exprimés de part et d'autre. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre chaque année la journée mondiale contre l'hépatite. L'hépatite est une inflammation du foie. L'édition 2022 se tient autour du thème « Rapprocher les soins contre l'hépatite des communautés ». Reportage Innaba.
Célébrer chaque année le 28 juillet, la Journée mondiale contre l'hépatite est une occasion d'intensifier les efforts internationaux en matière de lutte contre cette maladie. Elle est destinée à faire connaître les différentes formes au grand public et fournir des axes d'action. L'hépatite B est plus élevée que l'hépatite C au Mali. Nous sommes désolés de le reconnaître. Nous gérons un peu les complications dans les hôpitaux en fin de vie, dans les services spécialisés d'hépatogastroentérologie et aussi les services d'infectiologie du point G par exemple, où on a les malades qui arrivent à bout de rouleau en fin de parcours de la maladie. Une maladie méconnue du grand public. Le Mali ne dispose toujours pas de données nationales selon les spécialistes. Le thème national est rapprocher les soins contre l'hépatite des communautés. Déjà, les statistiques démontrent que la région africaine a un nombre élevé passant de 60 millions en 2017 à 82 millions en 2019. Qu'attendons-nous pour qu'il y ait les indicateurs qu'on a si bien élaborés déjà pour les avoir dans le DHIS2? Nous avons mené une étude qui nous a montré qu'à peu près, quand vous prenez 100 Maliens, il y a au moins 14 qui sont porteurs chroniques du virus de l'hépatite B. Et donc susceptibles d'évoluer vers des complications que sont la cirrhose et le cancer du foie. Quant au virus de l'hépatite C, qui est aussi une hépatite qui peut donner le cancer et la cirrhose du foie, nous avons une prévalence dans la population générale qui est estimée entre 2 et 4%. Le Mali est résolument engagé dans la lutte contre l'hépatite virale en souscrivant à la stratégie mondiale de son élimination en tant que menace de santé publique. C'est pourquoi le département de la santé a entrepris des actions pour améliorer la prise en charge des Maliens souffrant de cette pathologie. Ce plan vise d'ici 2025 à la réduction de 50% de l'incidence de l'hépatite B et C, à celle de 50% également de la mortalité et la morbidité liées à l'hépatite B et C, la mise en œuvre des principes de droits humains et d'égalité hommes-femmes dans la promotion et l'utilisation de l'offre de services. Selon l'OMS, 91 millions d'Africains sont porteurs chroniques des hépatites virales B et C et 125 000 meurent chaque année des complications liées à cette maladie. Et le point Covid du jour, les services de santé ont enregistré ce vendredi 2 nouveaux cas positifs sur 569 tests réalisés. L'on note 6 patients guéris et pas de décès à ce jour. 8 patients sont sous traitement dans notre pays. Le ministère en charge de l'urbanisme à travers la Direction nationale de la population s'engage auprès des populations pour la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. L'accent est mis sur la sensibilisation à travers les forats dans les régions de Sikasso, Koulikoro et Kaï. Le reportage est signé Foussini Tunkara. Les cadres de la Direction nationale de la population à la rencontre des différentes couches de la région de Sikasso. C'est à la faveur d'un forum qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du concept « La communication pour le changement social et de comportement ». C'est un lieu d'échange et de partage qui mettra l'accent sur les spécificités régionales en faisant des recommandations fortes sur les thématiques de la scolarisation des filles et leur maintien à l'école, la santé reproductive, la planification familiale, l'autonomisation économique des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre. Pour cette offensive sur le terrain, la Direction nationale de la population fait chemin avec le projet Suède. Il est prévu la mise en œuvre de plusieurs activités dans cette série de forats dans le but de présenter les problématiques liées aux thématiques du Suède en matière de CCSC, dont l'amélioration des perceptions des populations cibles sur la scolarisation des filles, le renforcement des engagements des leaders politiques, communautaires et religieux et traditionnels à soutenir les thématiques du projet. Je voudrais aussi vous assurer que notre accompagnement ne fera pas défaut. J'invite donc tous les acteurs ici présents à vous impliquer pleinement dans les réflexions en vue de contribuer à la mise en œuvre des objectifs du projet. Les recommandations et suggestions qui seront issues de ces cadres d'échange aideront à réduire les barrières sociales qui jouent sur le maintien des filles à l'école et qui entravent la lutte contre le mariage précoce des filles.
Studio Tamani fête ses 9 ans, un événement célébré à travers un débat autour du thème la sécurité des hommes et femmes de médias dans le contexte malien marqué par une crise multidimensionnelle. Occasion pour le ministère en charge de la communication de rassurer encore une fois que la sécurité des journalistes demeure une priorité des autorités de la transition. Bemba Sibi. Et oui, cela fait 9 ans que Studio Tamani informe, éduque et sensibilise les Maliens dans la langue officielle et plusieurs autres langues locales. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont d'un studio. Au départ, Studio Tamani dispose aujourd'hui de 3 studios avec une présence presque permanente sur la toile. Studio Tamani contribue ainsi depuis 9 ans à la mission d'intérêt public qui est celle de tout média indépendant, impartial et crédible. Suivant le slogan, toutes les voix du Mali, s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Et se comprendre pour un climat social apaisé. Le thème retenu pour cette célébration des 9 ans de Studio Tamani est la sécurité des hommes et femmes de médias dans le contexte malien marqué par une crise multidimensionnelle. La sécurité des journalistes est l'une des priorités des autorités de la transition, mesdames et messieurs. La guerre au Mali, elle est aussi communicationnelle. La désinformation et les rumeurs peuvent contribuer à attiser la haine, la violence, et vous, hommes de médias, jouez un rôle crucial pour apaiser les tensions afin de mener en toute quiétude le bateau Mali à bon port. Sur ce point, Studio Tamani joue déjà sa partition. D'une édition journalière à la radio est passée à 2. L'audiovisuel s'est également greffé aux tâches de la radio qui diffuse sur l'ensemble du territoire à travers ses 85 radios partenaires. Remise des insignes et certificats aux chefs de village, fractions et communautaires de la région de Ménaka. Cet événement symbolique marque un nouveau départ, une nouvelle mission pour ces légitimités traditionnelles. Les acteurs concernés s'engagent à instaurer davantage un climat de quiétude entre tous les fils de la région de Ménaka. Boubacar Kanouté. Les légitimités traditionnelles de la région de Ménaka reçoivent les insignes et certificats avec honneur et fierté. Plus que jamais requinquées, elles mesurent la portée des missions à elles confiées par les autorités de la transition. Le Mali n'a jamais connu un État, un gouvernement qui a reconnu aux légitimités traditionnelles les chefs de fractions et de villages leur responsabilité si ce n'est pas avec l'actuel gouvernement. Vraiment, je ne saurais remercier à mon nom et au nom de mes collègues, le président d'abord de la transition, le président Assimi Goïta et son gouvernement. Les légitimités traditionnelles contribuent à régler pacifiquement les conflits entre les communautés à travers des mécanismes endogènes. Cette marque de confiance suscite l'espoir. Les chefs traditionnels, c'est des hommes qui ont l'obligation devant Dieu, devant l'histoire, devant la culture, en tout cas pour ceux de Ménaka, de préserver l'unité de la nation, de préserver la paix et la stabilité de la population. C'est ça les chefs traditionnels. La remise des insignes et des certificats aux chefs de village et de fraction qui fait l'objet de la présente cérémonie s'inscrit dans la droite ligne de l'expression de la volonté inébranlable du chef de l'État de redonner aux gardiens de nos us et coutumes toute leur légitimité dans une société malienne où les valeurs de référence ne sont plus aujourd'hui celles de nos devanciers, j'allais dire de nos illustres devanciers. Nous nous attaquons rapidement aux défis qui sont énormes et complexes par endroits, martèle le doyen des chefs de fraction. L'agence de communication Prestige Consulting face à la presse pour partager avec elle ses 13 années d'expérience dans le domaine de l'événementiel et de la communication. Son promoteur Ismaël Balo, Di Balodi, nous donne plus de précisions au micro de Aliou Abdoulaye Touré. Nous allons échanger comment il faut apporter bien sûr notre contribution pour ce secteur de la communication et de la culture. Et choses rêvées et choses réalisées. Pour moi, c'est une prière exaucée. L'objectif pour moi, c'est de faire de telle sorte qu'on puisse dire qu'au Mali,
Enfin, les Maliens ont compris et ils ont commencé à organiser les concerts avec les concepts, avec les décors qui peuvent aussi rivaliser, concurrencier à l'extérieur. À l'extérieur, il y a tellement d'événements qui s'organisent. Vous allez voir, les événements sont porteurs là-bas, c'est-à-dire ils payent les tickets à un prix que tu ne peux pas imaginer au Mali. C'est parce qu'on n'avait pas pensé, nous aussi, avec nos artistes, avec nos acteurs culturels, de préparer les concepts autour des spectacles, autour des concerts, les festivals, etc. Et ça a commencé à venir. Et moi, je me dis, il est temps pour moi de tendre la main à tous, leur dire qu'on est là, qu'on peut travailler ensemble, on va réussir. Nous, ensemble, nous irons plus loin. Sur le même registre, la semaine artistique, culturelle et économique à Kourémalé, c'est du 21 au 28 septembre prochain, annonce de l'artiste musicien Salif Keïta. Cet événement est placé sous le signe de la Fédération Mali-Guinée. Ibrahim Kaoukonaté pour le reportage. Promouvoir l'intégration multiforme par la culture entre le Mali et la Guinée, c'est tout le sens de l'organisation de cette semaine artistique, culturelle, scientifique et économique à Kourémalé, une ville frontalière entre nos deux pays. C'est une idée qui était là depuis des dizaines d'années par les politiques. Ça a été dit partout par plusieurs personnalités guinéennes et maliennes. Et la Guinée fait partie de nous, nous faisons partie de la Guinée. Et Dieu nous a montré par toutes les manières qu'il faut qu'on soit unis. Et c'est pourquoi j'ai eu cette idée. L'organisation de ce vaste projet artistique, culturel et économique à Kourémalé est placée sous le thème « Le Mali et la Guinée, une histoire, un même destin ». Le président Sékou Touré, accompagné du président Kwame Nkrumah, et tout le gouvernement guinéen s'était déplacé pour venir à Bamako et proposer au président Modibo un seul État. Et le président Sékou Touré a même dit, vous devenez président, je suis vice-président. C'était en 1967. La même proposition a été reprise par le président Sékou Touré à l'endroit du président Moussa Traoré en 1983 à Farana. La Guinée et le Mali, une fédération, tu es le président, je suis le vice-président. Mieux, chacun a vu tout récemment que 5 ministres du gouvernement malien ont participé à un conseil de ministres extraordinaire élargi de la Guinée. Tout récemment. À travers cette initiative, Salif Keïta veut favoriser le rapprochement des deux peuples, contribuer ainsi au raffermissement des liens historiques entre le Mali et la Guinée. À partir de la frontière, aller faire une semaine culturelle là-bas pour que finalement, pour achever ce qui a été dit par nos prédécesseurs et nos patrons d'avant. Des foires d'exposition, des concerts géants, un forum scientifique, une caravane sur le corridor Bamako-Conakry seront les activités phares de cette semaine prévues du 21 au 28 septembre à Kourémalé. Le tout sera couronné par un appel dit l'appel de Kourémalé en faveur de l'intégration politique, économique et culturelle. De la culture au sport football, le coup d'envoi de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, édition 2022, sera donné demain samedi. Ce matin, le ministre en charge de la jeunesse et des sports a rendu une visite aux différentes délégations installées au lycée sportif Ben Omar Sy pour se rassurer que tout se passe bien. Abdul Karim Kaba était sur place. S'enquérir des conditions d'hébergement et souhaiter la bienvenue aux différentes délégations, c'est le sens de cette visite du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et la commission d'organisation de la Supercoupe, colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, édition 2022. Dans l'ensemble, tout se passe bien. C'est le constat fait par la délégation. Les lycées sportifs de Kabala offrent un endroit idéal, vraiment avec toutes les conditions de commodité. On est très content de voir que tout est bien propre, tout est bien entretenu et les joueurs se disent satisfaits aussi. Et ils nous ont fait savoir qu'ils mangent convenablement bien. Il reste maintenant à bien jouer pour que les meilleurs gagnent. Tout en souhaitant la bienvenue aux délégations, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a saisi l'occasion pour passer certains messages sur la citoyenneté. Au-delà du sport, au-delà de la compétition, l'idée qui est derrière, c'est de permettre aux jeunes de tous les Mali de se retrouver ici
pendant cette coupe dénommée Coupe du chef de l'État, Assimi Goïta. Je vous invite donc à être des dignes représentants de vos régions, de montrer que votre région est une région qui donne de l'intérêt au sport, mais aussi qui donne le bon exemple de fair play. C'est de ça qu'il s'agit. Avoir de bonnes relations avec chacune des délégations, établir des liens de fraternité et d'amitié pendant votre séjour et que cette relation qui va partir de cette rencontre soit une relation éternelle. Outre Tombouctou et Kidal, qui arrivent dans la semaine, toutes les autres délégations sont à Bamako. Le démarrage de la Supercoupe au colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, édition 2022, c'est ce samedi au stade Mamadou Konati. À suivre le coup d'envoi donc en direct sur nos antennes. Page noire de cette édition, Ibrahim Souleymane Koulibaly n'est plus l'ancien speaker en Bamanankan à l'ORTM est décédé ce vendredi à l'âge de 74 ans. Yina farafina dulati ba min kerani a willa kan 2008 o ko be ala uni anyona chamaw ni ala jinani aye andab na sir num bela jelema wala sa ambalemaw halbika awfo assalamu alaikum jamana kundi ka irafo. Il l'a rappelé, l'ORTM en mars 1985, pendant 23 ans. Il a présenté les bulletins d'information et a animé des débats à la radio et à la télévision nationale. Après avoir pris sa retraite en 2008, il a continué à travailler pour l'ORTM pendant 2 ans supplémentaires. Les obsèques d'Ibrahim Souleymane Koulibaly auront lieu ce samedi 20 août, donc à 10h chez lui-même à Faladié, Solola, près de la mosquée. Paix à son âme. Ainsi s'achève donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur nos antennes tout à l'heure à 23h avec Ousmane Daoud. D'ici là, très bon moment de télévision à notre compagnie. Bonsoir.